Le cours de chimie numéro 11 est le premier cours de chimie organique dans lequel nous allons nous intéresser plus particulièrement à la double liaison carbone-carbone. Cette double liaison carbone-carbone se rencontre dans de nombreux composés en chimie organique, par exemple des molécules odorantes de certains végétaux qu'on appelle les huiles essentielles. Donc j'ai pris l'exemple du limonène où on a deux fois cette double liaison carbone-carbone, l'alpha-pinène où cette liaison double carbone-carbone est présente une fois. J'ai ensuite pris deux exemples de phéromones comme le bombicol et l'ex-2-énal où on a cette double liaison carbone-carbone présente en deux exemplaires ou en un seul exemplaire. Et enfin, un autre exemple qui est le rétinal, une molécule qui présente de nombreuses fois cette double liaison carbone-carbone et qui a la particularité de changer la configuration de l'une d'entre elles lors de la première étape du mécanisme de la vision. Cette double liaison carbone-carbone a ici une configuration Z, alors qu'ici, elle a une configuration E. Nous allons nous intéresser donc à la manière dont peuvent réagir ces dérivés qu'on appelle dérivés éthyléniques, de par la présence de ces doubles liaisons carbone-carbone. Et avant de voir comment est-ce qu'ils réagissent, on va se rappeler d'abord la structure de la double liaison carbone-carbone qui est justement à l'origine du type de réactions qui vont être rencontrées pour ces composés. Alors, pour commencer, des rappels de ce qu'on avait déjà vu dans le cours de chimie numéro 2, si on regarde localement ce qui se passe pour chaque atome de carbone de la double liaison carbone-carbone, on constate que chacun d'eux est entouré de trois atomes et ne possède ni doublé non liant, ni électron célibataire. Ce qui fait qu'on peut qualifier la géométrie autour de chacun des atomes de carbone, hein, c'est symétrique évidemment, comme étant une géométrie VSEPR de type AX3E0. AX3, 3 parce que 3 voisins pour chaque carbone et E0 car pas de présence de doublé non liant ni d'électrons célibataires sur chacun de ces carbones. Une géométrie de type AX3E0, c'est une géométrie triangulaire plane avec des angles de liaison autour de 120 degrés, alors avec des légers écarts qu'on peut observer. Effectivement, ici, on voit que l'angle est un peu plus grand que 120 degrés, il est à 121 parce que la structure n'est pas tout à fait symétrique et notamment ici, j'ai une double liaison carbone-carbone alors qu'ici, j'ai une simple liaison carbone-hydrogène. La présence d'une densité électronique un peu plus importante ici pour la double liaison que pour une simple liaison fait que ça repousse les doublés liants carbone-hydrogène vers la gauche ici, et donc ça resserre l'angle entre les deux liaisons CH qui sera lui plus petit que 120 degrés. Mais globalement, ça respecte bien des angles proches de 120 degrés. Et donc localement, autour d'une double liaison carbone-carbone, ce n'est pas juste quatre atomes qui sont dans le même plan, ça va être six puisque le H, le C et le H qui vient ici sont dans le même plan que ce carbone de gauche. Le H et le C de gauche sont dans le même plan que le carbone de droite. Donc finalement, ces six atomes sont dans le même plan. En termes de longueur de liaison, on sait qu'une liaison carbone-carbone double est plus courte qu'une liaison carbone-carbone simple. Et en termes d'énergie, on avait vu dans le cours de chimie numéro 2 également qu'une liaison double carbone-carbone est plus forte que l'énergie d'une liaison carbone-carbone simple, mais l'énergie d'une liaison carbone-carbone double n'est pas égale à deux fois l'énergie d'une liaison carbone-carbone simple. Elle est plus petite. Et ça, c'était lié au fait qu'une liaison carbone-carbone double était en fait constituée de deux types de liaisons différentes. Là encore, ce sont des rappels du cours de chimie numéro 2 que vous pourrez aller reconsulter. Mais effectivement, une liaison, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en commun d'électrons de valence. Et donc, en chimie quantique, on parle finalement plutôt de la mise en commun des orbitales atomiques de valence. Donc, l'orbitale ici de gauche, l'orbitale atomique de gauche, c'est l'orbitale atomique de valence du carbone de gauche. L'orbitale atomique de droite, c'est une orbitale atomique de valence du carbone de droite. Et donc ces deux orbitales atomiques, si elles se mélangent, si elles se recouvrent, ça peut donner donc ce mélange qui est ici. Ici, on parlait de recouvrement axial parce que les deux orbitales atomiques qui finalement se recouvrent ont la particularité d'avoir le même axe de symétrie, un axe horizontal. Et donc quand deux orbitales atomiques qui ont le même axe de symétrie se mélangent, eh bien on parle de recouvrement axial. Par contre, ici, les deux orbitales atomiques de valence qui se recouvrent n'ont pas le même axe de symétrie, du moins elles ont un axe de symétrie qui est parallèle, hein. Chaque axe de symétrie de cette orbitale atomique de valence de gauche et celui de l'orbitale atomique de droite, c'est un axe vertical.
Et ils ne vont pas, ces deux axes, se mélanger, ils vont se rapprocher sans se mélanger, contrairement ici où l'axe horizontal de l'orbital atomique de gauche se superposait complètement à l'axe horizontal de l'orbital atomique de droite. Là, les deux axes vont se rapprocher, rester parallèles l'un à l'autre, mais ne pas ils vont pas se superposer. Le recouvrement va donc pas se faire sur l'axe carbone-carbone comme ici. Les deux carbones sont ici sur l'axe en pointillé. Là, le recouvrement se fait de part et d'autre. Donc, on parle de recouvrement latéral. Ce recouvrement axial, c'est une liaison qu'on appelle de type sigma. Ce recouvrement latéral, c'est un recouvrement qui donne lieu à une liaison de type pi. Et une liaison double carbone-carbone, c'est l'association d'un recouvrement axial et d'un recouvrement latéral, donc d'une liaison sigma et d'une liaison pi. Alors qu'une liaison simple carbone-carbone, c'est un recouvrement axial, c'est seulement une liaison sigma. Ça justifie que une liaison finalement sigma est plus forte qu'une liaison de type pi, parce que le recouvrement ici est plus important quand le recouvrement est axial que lorsqu'il est latéral, où le recouvrement se fait dans des plus petites zones sur le côté, alors qu'ici ça se fait dans une grande zone. Vu que donc une liaison double carbone-carbone est constituée d'une liaison sigma et d'une liaison pi, eh bien l'une d'entre elles est plus fragile que l'autre. Et donc, c'est pour ça que l'énergie d'une liaison double carbone-carbone n'est pas strictement égale à deux fois l'énergie d'une liaison simple carbone-carbone, mais légèrement inférieure. Alors, ça va justifier la réactivité particulière de la double liaison carbone-carbone, mais avant de parler de la réactivité de la double liaison carbone-carbone, il faut que je vous introduise deux mots de vocabulaire qui sont relativement simples à comprendre, qui sont les termes électrophile et nucléophile. Tout est dans le terme électrophile, si on décompose, c'est qui aime les électrons, donc notamment qui aime les charges négatives. Donc si une espèce chimique est électrophile, c'est qu'elle possède en son sein un site qui est pauvre, appauvri en électrons, un site déficient en électrons. Et ce site va pouvoir se lier à un doublet d'électrons que va lui donner une autre espèce. Ça va permettre donc de faire une réaction entre notre espèce qui est électrophile et une autre espèce qui va lui donner un doublet d'électrons. Alors j'ai pris des exemples classiques d'espèces électrophiles qu'on rencontre couramment en chimie organique, par exemple les halogénoalcanes. Les halogénoalcanes, du fait de la différence d'électronégativité entre le carbone et le chlore, par exemple, donc un halogénoalcane, hein, c'est une molécule qui possède un atome d'halogène, globalement une chaîne carbonée et un halogène. Donc ce carbone va être chargé delta plus, alors que le chlore ici va être chargé delta moins. Donc ce carbone est appauvri en électrons, va pouvoir accueillir un doublet d'électrons de la part d'une autre molécule qui se liera à elle. Et donc ça permettra une réaction chimique. Un autre exemple de composé électrophile qui possède donc un site déficient en électrons, ce sont les aldéhydes et les cétones, les composés carbonylés. Ce carbone et cet oxygène, là encore, du fait de la différence d'électronégativité, eh bien, notre oxygène est chargé delta moins, notre carbone delta plus, donc ce carbone est un site électrophile. On aurait pu le voir sans parler de l'électronégativité, mais simplement en raisonnant sur une formule mésomère d'ailleurs de l'aldéhyde que j'ai écrite ici à droite. On voit qu'une lacune apparaît, une lacune chargée clairement positivement, donc qui constitue bien un site déficient en électrons. Autre exemple, les esters, là encore, du fait de la différence d'électronégativité entre le carbone et l'oxygène, ce carbone est delta plus et constitue un site électrophile. Un autre exemple qu'on verra souvent, les carbocations. Donc un carbocation, c'est une molécule qui possède un carbone avec une lacune électronique. Pourquoi ce carbone possède une lacune électronique? Eh bien, c'est parce que ce carbone n'a que trois doublés liants autour de lui, donc il ne vérifie pas la règle de l'octet. Il lui manque un doublé liant pour respecter la règle de l'octet. Donc, on lui met une lacune. Il a bien une charge plus, puisque à proximité immédiate de lui, il n'y a qu'un, deux et trois électrons de valence au lieu des quatre électrons habituellement présents pour l'atome. Donc cette lacune fait que ce site est un site électrophile et un carbocation est un composé donc électrophile. Enfin, je vous ai mis l'ion H+. Ce l'ion H+ a perdu l'unique électron de valence que l'atome d'hydrogène possède. Il ne vérifie pas la règle du duet. Il lui manque un doublé pour respecter la règle du duet, donc une lacune présente. Et donc ça constitue bien un site électrophile. À côté de ça, vous avez les espèces qui, elles, sont nucléophiles. Donc, c'est le contraire, évidemment. Ça va être des molécules qui présentent un site excédentaire en électrons, riche en électrons, et notamment qui vont posséder soit un doublet non liant, soit un doublet liant qui va être faiblement lié. Et ce doublé non liant ou ce doublé liant faiblement lié pourra se lier à une autre espèce chimique. Alors j'ai pris les exemples des amines. Bah, on voit bien qu'effectivement l'azote
l'azote possède un doublet non liant ici. Donc, ça fait de ce genre d'espèce chimique donc un site, un composé nucléophile, de par la présence de ce site nucléophile, qui est d'ailleurs polarisé delta-, hein, si on regarde les différences d'électronégativité avec les atomes voisins. De même, la molécule d'eau, de par la présence de cet oxygène qui est lui encore polarisé delta-, et de par la présence des doublets non liants, ça constitue un site nucléophile. La molécule d'eau est un site nucléophile. De même pour l'ion hydroxyde, qui possède l'atome d'oxygène ici avec une charge négative et trois doublets non liants. L'ion cyanure, de par la présence de son carbone qui possède un doublet non liant et une charge négative. Ensuite, autre exemple, celui qui est en dessous, donc avec l'ion hydrure, qui possède donc un H, enfin, qui est un H avec un doublet non liant. Ensuite, un ion alcoolate. Donc cet ion alcoolate, donc la base conjuguée d'un alcool. Finalement, vous retirez le H d'un alcool et ça vous donne cet oxygène qui est chargé négativement et qui possède trois doublets non liants. Et enfin, j'ai parlé d'un carbanion. Un carbanion, c'est un peu le penchant du carbocation, dans lequel vous avez un atome de carbone qui, lui, par contre, a quatre doublés autour de lui, mais dont un doublet non liant. Et donc, ce carbone est un site nucléophile. Eh bien, concernant nos alcènes, nos composés avec une double liaison carbone-carbone, eh bien, ces alcènes, eux, ont la particularité d'être classifiés dans la catégorie d'espèces nucléophiles à cause de deux choses. Déjà de la forte densité électronique, de la double liaison carbone-carbone. Une double liaison carbone-carbone, contrairement à une simple liaison carbone-carbone, eh bien c'est deux fois plus d'électrons, c'est quatre électrons. Donc forte densité électronique, donc richesse en électrons. Et aussi parce que ça vérifie bien le critère numéro 2, c'est-à-dire que au niveau de cette double liaison carbone-carbone, eh bien c'est une liaison sigma et une liaison pi, et l'une d'entre elles est plus fragile que l'autre. On a dit la liaison pi est plus faible, et donc c'est un doublet qui est faiblement lié, c'est un doublet liant qui est faiblement lié finalement cette liaison pi, et qui va finalement facilement pouvoir se casser et être responsable de réactions autour d'elle. Donc, du fait de la forte densité électronique et de la faiblesse de la liaison pi, la double liaison carbone-carbone sera un site qualifié de nucléophile.